Madame la ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, cher Gabriel, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse d'ouvrir cette journée, cette première journée, et d'apporter ma contribution au lancement du Club Landois. Je sais que le choix de ce nom Landois est un hommage à la recherche démographique française par la contraction des noms d'Adolphe Landry et de Louise Duroy. Le ministère des Solidarités et de la Santé doit beaucoup à l'action d'Adolphe Landry, député puis ministre du Travail, qui a été l'inspirateur des allocations familiales, créateur de la carte famille nombreuse et inventeur du quotient familial. Mesdames et messieurs, le vieillissement de la population est un phénomène massif, vous l'avez dit, chère Sybille Lemaire, une réalité de très grande ampleur. En 2040, près de 15% des Français auront 75 ans ou plus. En 2050, près de 5 millions de Français auront plus de 85 ans. Aligner ces projections, c'est déjà mesurer les difficultés, voire les inquiétudes, ne serait-ce que si l'on pense aux implications en termes de coûts pour le système de santé ou pour la soutenabilité des régimes de retraite. Mais ces difficultés, ces angoisses sont d'abord et avant tout individuelles. C'est la détresse de perdre peu à peu son autonomie ou celle de voir un proche s'affaiblir jour après jour, semaine après semaine. C'est l'inquiétude qui grandit quant à la qualité de la prise en charge, avec une perte de confiance dans le modèle des EHPAD et la crainte toujours plus forte des personnes âgées de peser sur leurs proches, à la fois dans le quotidien et en termes de financement. Si le grand âge a un privilège, c'est bien celui d'être un horizon pour chacun d'entre nous. Tout le monde est concerné et ses angoisses ou ses inquiétudes se sont exprimées avec force lors du grand débat national. Ces angoisses, elles étaient aussi perceptibles dans les 415 000 contributions de la consultation en ligne que nous avions lancée l'an dernier lors de la concertation sur le grand âge et l'autonomie. Ces angoisses, il faut bien entendu les écouter, et c'est le rôle du politique de tâcher d'y répondre. Mais le rôle du politique, c'est aussi de sortir de la réaction, de la seule adaptation à un changement inéluctable, et de proposer parfois un vrai changement de perspective. La vocation d'un club de réflexion comme le vôtre, c'est de produire de la pensée, de bousculer les positions et de faire bouger les lignes. Permettez-moi donc de dresser un parallèle entre l'adaptation au vieillissement, ou plutôt à la société d'une nouvelle longévité, et un autre phénomène dont la réalité est chaque jour un peu plus tangible, je veux parler du changement climatique. Ce parallèle peut vous paraître audacieux, pourtant ces deux phénomènes montent en puissance et vont monter en puissance dans les années qui viennent et modifieront profondément nos environnements et notre société à l'horizon 2050 avec de forts impacts dès 2030. Pour l'un comme pour l'autre, nous devons à la fois répondre à l'urgence et apprendre l'exercice difficile de faire des choix en posant dès aujourd'hui des actes pour un avenir qui est encore lointain. L'un comme l'autre nous oblige à revoir dès maintenant nos modèles sociaux et nos modèles économiques, nos comportements individuels et collectifs. Pour notre façon de penser les solidarités, les processus de production et de consommation, et jusqu'au sens de ce qu'est le travail, il y aura un avant et un après cette double charnière de l'histoire. Il n'y a qu'à considérer le seul plan des métiers. Il y a une dizaine de jours, Myriam El Khomri m'a remis le rapport crucial que je lui avais demandé sur l'attractivité des métiers du grand âge. Pour répondre aux besoins, il nous faudra doubler très rapidement le nombre d'aides-soignants et d'accompagnants à domicile entrant en formation, alors même que les jeunes d'aujourd'hui se projettent de moins en moins dans ces filières. Il y a là une impasse criante que nous ne résoudrons qu'en transformant les métiers et les organisations. Il faut donner envie de s'y engager, car sans ces professionnels, nous irons dans le mur. Longévité, modification du climat, voilà pour moi deux grands défis auxquels notre génération doit faire face.
Et la diversité des participants à la journée d'aujourd'hui montre bien, je le crois, à quel point la nécessité de nous engager sur ce chemin s'impose largement à nous tous. Avant de vous laisser échanger et réfléchir tout au long d'une journée dont le programme m'apparaît extrêmement riche, je voudrais simplement partager avec vous 3 réflexions sur le chemin qui nous attend, sur les défis que nous avons à relever pour inventer la société de la longévité. Ma première réflexion, qui est aussi une conviction profonde, c'est que l'avènement de la société de la longévité impose de passer un cap en matière de prévention. Les gériatres le disent clairement, il n'y a pas de perte d'autonomie ou de dépendance sans maladie sous-jacente. La société de la longévité doit donc être une société de la longévité en bonne santé. C'est à cette seule condition que la transition démographique sera une chance et non une malédiction ou un fardeau. Et j'ajouterai un deuxième impératif, garantir que cette longévité en bonne santé ne sera pas réservée aux plus aisés de nos concitoyens. C'est clairement le deuxième impératif auquel nous devons nous atteler. Il nous faut donc construire une société de la longévité en bonne santé pour tous. Pour cela, nous devons passer un cap en matière de recherche et de prévention, et j'en ferai un pilier de la réforme du grand âge et de l'autonomie qui sera présentée en fin d'année. Il nous faut accepter de parler du processus naturel du vieillissement dès le plus jeune âge et accompagner les jeunes générations pour qu'elles puissent se projeter dans la longévité. Parce que nous le savons bien aujourd'hui, les réflexes de prévention acquis dans l'enfance ont une incidence directe sur la perte d'autonomie dans l'âge avancé. Nous devons donc mettre un accent particulier sur l'instauration de bons comportements dès l'enfance, afin de prévenir les maladies chroniques, sources de la dépendance, et l'accent aussi sur une action renforcée à 2 moments clés de la vie, le passage de 40-45 ans, par de la communication auprès du grand public sur les réflexes à adopter absolument dès cet âge, et le deuxième moment clé, le passage à la retraite, avec la généralisation d'un rendez-vous de prévention qui me tient particulièrement à cœur. Il nous faut aussi clairement renforcer la recherche fondamentale et la recherche clinique sur le vieillissement, par exemple en mettant l'accent sur l'identification des biomarqueurs du vieillissement et des pathologies liées à l'âge, sur laquelle le monde académique progresse à grands pas. C'est l'un des enjeux de la future loi de programmation pour la recherche. Vous connaissez peut-être mon passé scientifique. Je serai particulièrement attentive à ce que la France s'inscrive au rang des pays les plus avancés sur ce point. Ma deuxième réflexion, c'est que toute la société doit s'organiser pour repousser les limites de l'autonomie. Garantir l'autonomie, c'est aussi adapter tout notre cadre de vie à la longévité, parce qu'une personne considérée aujourd'hui comme dépendante pourrait parfaitement être autonome dans une société adaptée à ses besoins. C'est le propre de la dépendance que d'être relative. Quand il faut monter 3 marches, par exemple, pour monter dans un train, ce qui est de moins en moins le cas, beaucoup de personnes sont alors dépendantes. Les personnes à mobilité réduite, bien sûr, mais aussi les très jeunes enfants, les personnes très âgées ou tous ceux pour qui ces 3 marches seront synonymes d'obstacles et qui auront donc besoin d'une aide. Quand la porte du train est au niveau du quai, ce sont autant de dépendances qui n'en sont plus. C'est un exemple, évidemment, peut-être très simpliste, mais très parlant, pour dire qu'il faut aménager nos espaces collectifs, nos transports, notre habitat et la nature de nos équipements. Je vois aujourd'hui dans la salle des représentants de la SNCF, de Transdev, qui s'exprimeront, je crois, dans quelques instants. Ils savent à quel point l'organisation de la mobilité des personnes âgées est une condition sine qua non de la construction d'une société de l'autonomie. Or, force est de constater que nos villes, avec leurs travaux, leurs obstacles, leur rythme, ne sont plus adaptées aux déplacements et au rythme des personnes âgées. Je vois également des représentants d'Action Logement qui s'engagent, je le sais, dans un programme massif d'adaptation des logements dès le moment du passage à la retraite, avec un mot d'ordre, payer aux personnes qui n'en ont pas les moyens la transformation de leur salle de bain en salle de douche accessible pour éviter les chutes, dont nous savons qu'elles sont un facteur très important de la perte d'autonomie. C'est une mesure qui tient particulièrement à cœur à Julien Denormandie et que nous suivons de très près parce que nous devons instaurer chez nos concitoyens, dès le passage à la retraite, un réflexe d'adaptation des logements. L'innovation
n'est pas une fin en soi, mais elle n'est pas un gadget. Elle est au contraire porteuse d'un sens extraordinaire lorsqu'elle est mise au service de la vie quotidienne, lorsqu'elle nous permet de repousser tout à fait les limites de l'autonomie. Je pense aux possibilités offertes par les voitures autonomes, par les exosquelettes ou par les robots répondant à des besoins des personnes âgées à domicile, qui changeront peut-être, ou très sûrement même, la donne d'ici 10 ans. Et je dois dire que robotique n'est pas et ne doit pas être synonyme de déshumanisation. Ne nous trompons pas de cible, j'y arrive. Je crois que les robots feront partie de la vie quotidienne et permettront au contraire d'avoir plus de temps dédié à la relation humaine. Alors je sais que vous êtes nombreux ici à avoir investi ce champ. J'y vois la preuve d'un dynamisme formidable. En témoigne la structuration de la filière Silver Economy. J'en profite pour saluer évidemment chaleureusement son président, Luc Broussy. La filière se lancera en 2020 dans un tour de France des initiatives régionales afin de structurer des écosystèmes locaux, région par région. Je ne peux qu'encourager chacun d'entre vous à se mobiliser pour cette réussite. Nous savons enfin que l'isolement des personnes âgées est un facteur de fragilité très fort qui accélère la survenue de la dépendance. Une société de la longévité impose aussi donc de réinventer un certain nombre de métiers d'hyper-proximité qui peuvent tenir des rôles de vigie auprès de nos aînés. Et je salue donc Philippe Val, avec lequel nous poursuivons une discussion très riche, car la Poste a évidemment un rôle de premier plan à jouer en termes de proximité. Ma troisième réflexion, c'est une exigence, celle de garantir la dignité de nos aînés en leur laissant le libre choix de leur lieu de vie. Ce que nous a révélé la concertation Grand Âge et Autonomie, c'est d'abord que rester chez soi pour y vivre jusqu'au bout de sa vie est le souhait d'une majorité des Français. La réforme que je présenterai doit donc permettre de réussir cette révolution du virage domiciliaire. Concrètement, nous devons garantir à nos aînés des services à domicile combinant mieux le soin et l'accompagnement et proposant des garanties de service. Qu'est-ce que l'on entend par garantie de service ? J'entends une intervention, même dans les territoires les plus difficiles d'accès, des horaires adaptés, des intervenants en nombre limité, mieux coordonnés, mais aussi des proches aidants mieux informés. Cette ambition est immense, mais nous la devons à nos aînés et je veux que nous y parvenions d'ici 2025, date à laquelle la démographie nous obligera à avoir déjà construit le système cible. Sophie Boissard, directrice générale de Corian, je crois que vous êtes dans la pièce. Je crois que vous connaissez les exigences d'une telle transformation. C'est tout un secteur, celui des EHPAD, qui doit se structurer pour répondre aux besoins. Si la plupart de nos aînés veulent rester à domicile, ce n'est cependant pas le cas de tous. Chaque personne se projette différemment dans le grand âge. Garantir la dignité de tous, c'est laisser en fait à chacun le libre choix de son lieu de vie. Nous avons donc impérativement à diversifier les lieux d'accueil et les initiatives foisonnent en ce moment pour créer des lieux qui répondent à la diversité des choix. Vivre dans des petites unités de vie avec des services à domicile en permanence ou vivre en colocation intergénérationnelle, vivre dans une résidence avec une permanence médicale ou vivre dans une famille d'accueil agréée. Je veux promouvoir au maximum toutes ces initiatives qui doivent mailler le territoire parce qu'il doit exister autant de solutions qu'il existe de situations différentes et de projets individuels et familiaux. Il nous faut aussi inventer évidemment l'établissement de demain pour les personnes qui seront le moins autonomes, car réussir le virage domiciliaire ne veut pas dire que les EHPAD n'auront pas leur place. Nous devons donc repenser les lieux eux-mêmes, c'est tout le sens du plan d'investissement qui sera lancé dès 2020. Je vais créer un laboratoire pour réfléchir aux grandes lignes de ce que doit être l'établissement de demain, parce que c'est une question essentielle, une question qui en appelle beaucoup d'autres. Comment faire, par exemple, pour que les personnes se sentent chez elles en établissement ? Comment proposer des petites unités de vie plus humaines ? Comment faire face au réchauffement climatique et faire en sorte que les établissements que l'on construit aujourd'hui seront toujours adaptés aux conditions climatiques de demain ? Comment penser l'habitat des personnes qui font face à des troubles de plus en plus importants, cognitifs et comportementaux ?
Ce laboratoire de l'établissement de demain, je veux qu'il réunisse les personnes issues d'horizons différents, des designers, des architectes, des soignants, des personnes âgées elles-mêmes, des proches aidants. Ils devront ensemble dessiner l'établissement de demain, un établissement que l'on ne redoute pas, un établissement vivant, accueillant et bienveillant. Nous devrons investir, et je salue Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts et des consignations, avec lequel nous allons travailler étroitement pour accompagner les établissements, en particulier les plus vétustes. J'attends beaucoup de notre collaboration. Mesdames et messieurs, j'aurai l'occasion de m'exprimer d'ici quelques semaines pour faire part des choix du gouvernement sur cette question fondamentale de l'adaptation de notre système de protection sociale à l'avènement d'une nouvelle longévité. Cette réforme s'inscrit dans la continuité de nombreuses mesures d'ores et déjà prises. Je pense notamment à la mise en œuvre pour faire baisser drastiquement les hospitalisations évitables des personnes âgées et leur passage aux urgences, avec notamment le déploiement d'équipes mobiles de gériatrie. Je pense aussi au rattrapage des moyens des EHPAD les moins bien dotés en personnel soignant. En tout, plus de 900 millions d'euros auront été accordés aux établissements d'ici 2021, mais nous devons aller plus loin, c'est une évidence. Et la réforme à venir, je veux notamment qu'elle garantisse que la longévité en bonne santé ne sera pas le privilège de quelques-uns, mais bien la chance de tous. C'est bien notre protection sociale qui doit en effet se réinventer. En témoigne d'ailleurs une première brique posée le 23 octobre dernier par le Premier ministre pour construire une politique publique inédite en direction des proches aidants de personnes en perte d'autonomie. Parce que la société du grand âge sera aussi une société dans laquelle de plus en plus d'entre nous deviendront proches aidants, et ils sont déjà 8 à 11 millions aujourd'hui. Je voudrais simplement en dire quelques mots pour conclure, parce que ce sujet me tient à cœur. Nous avons créé pour les proches aidants de nouveaux droits sociaux, au premier rang desquels le congé de proche aidant indemnisé, et nous avons fixé des objectifs ambitieux de déploiement de solutions de répit. Toutes et tous ici qui êtes venus participer à cette journée de réflexion, vous êtes concernés par la question de la longévité en tant qu'acteurs économiques, mais aussi en tant qu'employeurs, de proches aidants notamment, qui devront pouvoir concilier leur vie professionnelle et la vie de proches aidants. Je voudrais donc profiter de l'occasion qui m'est offerte aujourd'hui pour vous inviter, même si je sais que nombre d'entre vous sont déjà très engagés sur cette question, je pense notamment à Sanofi ou à La Poste, encore une fois, à vous mobiliser pour vos salariés proches aidants. C'est pour encourager une mobilisation maximale que le Premier ministre a souhaité que les critères de la RSE et la négociation annuelle obligatoire intègrent désormais la question du soutien aux proches aidants. Et je sais que je vais pouvoir compter sur vous. Mesdames et messieurs, comme tous les grands défis, celui de la construction d'une société de la longévité peut paraître écrasant de responsabilité. Comme le signale l'intitulé de votre journée de réflexion, il est aussi une chance. D'abord, la chance de vieillir. Il faut le rappeler. Et je pense qu'en cette journée du 13 novembre, où nous devons commémorer malheureusement des attentats meurtriers, il est bon de rappeler que tout le monde n'a pas la chance de vieillir. Ensuite, nous avons en effet véritablement la chance de pouvoir anticiper. Nous avons la chance de savoir ce qui nous attend. Il nous reste donc un peu plus de 10 ans pour être prêts au grand tournant de 2030. L'État prendra toute sa part, mais je sais que vous aussi, et je vous en remercie.